Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie dans ce nouveau numéro de Questions d'actu dans lequel nous allons nous intéresser à l'importance économique du développement des régions frontalières du Sud, notamment le Sud-Ouest. Alors à l'occasion de l'inauguration le 29 août du poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie dans la wilaya de Tindouf, Nourdine Bedoui, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, avait affirmé que ce dernier, donc le poste frontalier, va créer une nouvelle dynamique économique dans la région. Alors une dynamique qui a commencé à se cristalliser quelques semaines plus tard avec l'organisation de la foire des produits algériens à Nouakchott, qui s'est déroulé, pour rappel, entre le 23 et le 29 octobre dernier. Un événement qui a mis en évidence l'intérêt stratégique d'un pays comme la Mauritanie et du poste frontalier pour l'Algérie qui cherche à diversifier ses exportations. Alors ce soir, nous allons en parler. On s'intéresse donc à ce sujet avec des acteurs directement impliqués dans ce processus. Et il s'agit sans plus tarder de Madame Skandar Souad. Vous êtes directrice générale à l'Agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires, l'ANAT. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Également avec nous, Monsieur Hadj Adel, vous êtes responsable des relations publiques et presse au sein du groupe Condor. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci à vous. Et à vos côtés, Madame Abelash Souhila, vous êtes directrice d'études au sein du ministère du Commerce. Vous êtes chargée du dossier des exportations et des foires et expositions donc à l'étranger. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Avant de revenir à vous, je vous propose ce compte rendu signé Iman Khmissi qui revient justement sur cette foire qu'on a organisée il y a quelques temps. Donc c'était pour rappel le 23 et le 29 octobre à Nouakchott et on revient juste après. Plus de 350 participants représentant plus de 170 sociétés algériennes prennent part à la foire des produits algériens à Nouakchott. Les entreprises algériennes présentes ici ont élaboré des études concernant le marché mauritanien afin de déterminer les types de marchandises prisées par les opérateurs et consommateurs du pays. Pour le ministre du Commerce, c'est là une nouvelle dynamique qui s'installe. Le travail que nous accomplissons entre l'Algérie et la Mauritanie entre dans le cadre des orientations de son Excellence le Président de la République qui vise une coopération économique africaine plus accrue. Avec nos frères mauritaniens, nous visons le marché de l'Afrique de l'Ouest et toutes les conditions sont aujourd'hui réunies. Et toutes les conditions réunies pour aller vers l'intégration avec l'Afrique de l'Ouest. 9 accords de coopération ont été signés mardi à Nouakchott en marge de la deuxième session du Conseil d'affaires algéro-mauritanien et devront marquer un saut qualitatif à la coopération et au partenariat économique entre les deux pays. La volonté de l'État algérien est forte après cette exposition et c'est un signal très fort pour nous et ça nous encourage à investir le marché mauritanien. Notre objectif est de trouver de nouveaux débouchés. اليوم الشركة الجزائرية كي تلحق un certain moment, il faut qu'elle se développe vers l'international. Sinon, elle ne peut pas rester comme ça petite. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une taille critique où elle doit s'exporter. Cette opération se continuera jusqu'à la fin de l'année en direction des marchés du Qatar, du Gabon et de la grande foire commerciale panafricaine. Ces manifestations seront clôturées à la fin de l'année par l'exposition de la production nationale à Alger. Alors, je commence avec vous, Madame Abelash Souhila. L'Algérie s'ouvre sur le marché subsaharien, l'Afrique de l'Ouest de manière générale, à travers les produits que nous produisons aujourd'hui en Algérie. Alors, quel est l'intérêt stratégique d'un point de passage comme celui qu'on vient de voir? Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. En fait, comme on vient de voir sur le VTR, ça
un petit peu donner un aperçu sur la manifestation. Donc une manifestation, comme vous venez de dire, c'est la plus grande manifestation réalisée, je veux dire, depuis l'indépendance, parce que mobiliser 170 entreprises de grande taille. Sur les 170 entreprises, 99 entreprises, c'est des entreprises productrices. Donc, c'est des producteurs eux-mêmes qui se sont rendus avec nous sur le site directement pour pénétrer un nouveau marché. Pourquoi cet engouement maintenant? Alors qu'on avait déjà réalisé des expositions, notamment à Nouakchott l'année passée, on était à peine à 60 entreprises. Vous pouvez témoigner, les opérateurs, ils sont là, Condor était avec nous, donc le groupe. Parce qu'il y a effectivement l'ouverture du poste frontalier. Donc là, on peut un petit peu encadrer et ressentir l'intérêt et l'impact de ces ouvertures sur les frontières et comment ça peut faciliter et inciter les opérateurs économiques algériens et pour oser un petit peu l'international et aller vers des marchés, conquérir des marchés autres que le marché algérien. Mais est-ce qu'en termes peut-être de chiffres ou de coûts, si vous voulez, est-ce qu'on peut chiffrer ce poste frontalier? Alors, si on va parler de chiffres, c'est un poste frontalier qui vient de naître. C'est mois d'août, c'est récent. Donc, la première opération, c'est une opération test, parce qu'il y a un tronçon quand même assez important. Un tronçon qui est déjà sur le plan pratique, il est praticable pour quand même, on va dire, 60%. Oui, la partie algérienne, sur le tronçon de la partie algérienne, c'est déjà une route praticable. Mais il reste un tronçon quand même il faut faire des travaux pour qu'on puisse avoir une route fluide. Donc sur un tronçon de 800 quand même kilomètres, qui n'est pas rien, qu'il faut faire des travaux pour les rendre praticables et faciliter un petit peu la route pour les opérateurs, pour aussi notamment les entreprises qui vont assurer la logistique. Cette fois-ci, le poste frontalier a connu la première inauguration, c'était par l'opération organisée par le ministère du Commerce. 47 camions, conteneurs qui ont traversé le poste frontalier pour arriver à Nouakchott dans un espace de 8 jours. Quand même une première. Oui, c'est une première. Donc 47 conteneurs, c'est quand même une flotte importante. Il faut pas oublier qu'il faut quand même organiser le convoi, parce que le convoi, c'est pas uniquement le transport, c'est pas uniquement les camions, mais le matériel roulant, mais aussi tout ce qui va avec, comme encadrement, comme aussi de la maintenance, des mécaniciens, d'assurer aussi des médecins dans le convoi. Donc il y avait même une ambulance. Il y avait aussi d'escorte aussi, parce que c'est une route qui n'est pas praticable auparavant. Donc on a inauguré, on a fait le tracé pour dire aux opérateurs, ben voilà, on a inauguré le poste, c'est pas juste pour l'inauguration, mais il y a déjà derrière ce poste une route praticable. On a fait le tracé. Et surtout sécurisé. Sécurisé. On a montré à tout le monde que, effectivement, on peut passer par ce poste pour effectuer des exportations. Donc, on va parler de chiffres et rentabilité et autres. Après, quand même, on va donner du temps aux opérateurs. En tout cas, la foire a connu un engouement. Et les opérateurs, les 170 entreprises, tout le monde a eu un contrat ou deux ou trois, donc il y a déjà des demandes sur place. Donc on aura à voir déjà un flux sur le poste frontalier. On aura enregistré des opérations très prochainement. Alors, on profite de la présence d'un des opérateurs économiques, producteur national, qui a pris part donc à ce grand rendez-vous pour nous dire aussi, je vous propose la même question pratiquement, sur l'intérêt de ce poste frontalier, sur l'activité commerciale de votre groupe. Très bien, merci pour cette invitation. Avant tout, je tenais à rendre un vibrant hommage au fondateur du groupe Condor, le Hajj Mohamed Tahar Belhamadi, qui est décédé la semaine passée, Rabbi Yarhamou. Pour revenir à votre question, l'intérêt d'un poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie, l'ouverture de ce poste frontalier, ça a un intérêt très positif pour l'économie algérienne et surtout pour Condor qui est présente, on est présent en Mauritanie depuis 2016. On a ouvert notre showroom en 2016, en novembre 2016, il y a de cela 2 ans.
on avait une difficulté de logistique, de transport surtout, pour acheminer la marchandise d'Algérie, de Borj Barerij, vers de nos usines, de nos unités, vers notre showroom en Mauritanie, à Nouakchott. Avec l'ouverture de ce poste frontalier, ça va nous faciliter l'acheminement de notre marchandise en utilisant la route, en utilisant tout ce qui est infrastructure déjà sur place. Ça déjà c'est un gain pour nous. Au lieu d'acheminer une marchandise en 30 à 45 jours par voie maritime, là maintenant entre 8 et 12 jours, on a nos produits qui sont sur place. Donc le choix est fait. Le choix est fait pour nous. En plus de ça, le poste frontalier pour la Mauritanie, c'est une ouverture également pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand on dit Mauritanie, on a tous les pays limitrophes, tels que le Sénégal, tels que jusqu'au Togo, jusqu'au Gabon, où on va participer dans une dizaine de jours pour une foire spécifique aux produits algériens. J'imagine que sur le plan des coûts, c'est quand même conséquent. Exactement. Mais avec l'ouverture de ce poste frontalier, les coûts vont être réduits. Et c'est quelque chose de très bénéfique pour nous, pour notre groupe, qui a fait un chiffre d'affaires d'export pour le premier semestre de cette année, de l'année 2018. On a atteint les 20 millions de dollars, avec un objectif d'atteindre 50 millions de dollars à la fin de l'année en cours, jusqu'au 31 décembre prochain. Ça a toutes destinations confondues, bien sûr. Toutes destinations confondues, exactement. On est présent dans une quinzaine de pays. Vous avez des chiffres pour l'Afrique? C'est à peu près 70% de notre chiffre d'affaires d'export. 70 à 75% de notre chiffre d'affaires d'export. On est présent dans une quinzaine de pays, je disais, sur 3 continents. On est présent en Afrique, en Asie et en Europe, en France et en Italie. On a plusieurs showrooms en Afrique. On a déjà fait le choix d'aller on va dire à l'assaut de l'Afrique, au marché africain. On a choisi l'Afrique de l'Ouest, on a choisi le Maghreb en tout début, puis l'Afrique de l'Ouest, et là maintenant notre objectif pour les prochaines années, les 2 prochaines années, ça sera l'Afrique de l'Est. Alors on reviendra un peu tout à l'heure sur l'importance du développement de la logistique, notamment dans les régions frontalières. Mais avant de vous poser cette question, je me tourne vers vous, Madame Skandar Souad. Je rappelle donc que vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires, l'ANAT. Alors tout développement de notre exportation, de manière générale, est aussi tributaire d'un développement des régions frontalières que votre agence connaît très bien. Oui, je vous remercie. Oui, donc notre agence qui est chargée actuellement de faire des études d'aménagement des zones frontalières. Et comme vous le savez, il y a 9 zones frontalières, donc qui enferment 57 communes frontalières. Et actuellement, l'agence est en train de faire des études d'aménagement de ces zones frontalières. On a fait le Grand Sud, le Sud-Est et le Sud-Ouest. Donc ces études-là, on est en train de proposer d'abord, il y a une phase diagnostic stratégique. On doit voir qu'est-ce qu'il y a dans ces zones-là qui sont zones sensibles de nature, du point de vue environnemental déjà, et du point de vue économique qui sont très sensibles. Donc c'est une phase diagnostique et après on va proposer un plan-programme. Comment développer ces zones frontalières, c'est-à-dire en mettant en relief d'abord qu'est-ce qu'il y a comme potentialité, comme matière première et qu'est-ce qu'il y a comme tradition de développement local et avec la population locale, qu'est-ce qu'ils font actuellement. Et avec les potentialités, on essaie de créer de la richesse et de proposer des projets pour développer ces zones frontalières. Et là, c'est un plan-programme qu'on est en train d'étudier, qu'on va soumettre aux décideurs pour exécution. Et après, on aura une phase de suivi, un tableau de bord de suivi de ce plan-programme. Et ce plan-programme, il est composé de 2 grands projets. Il y a des projets structurants qui sont intégrateurs et qui vont pousser à d'autres projets qui sont des projets locaux, de collectivités locales au niveau local. Donc ces grands projets, je citerai par exemple la fibre optique, je citerai par exemple la transsaharienne, le gazoduc, tout ça c'est des grands projets qui relèvent de l'État.
Et il y a d'autres projets qu'on propose et qui sont de développement local, tels que développer des industries, tels que le tourisme, et ce qui va pousser un peu à l'économie au niveau local et qui va créer de la richesse au niveau local et faire surtout travailler la population locale. Voilà. Est-ce que vous travaillez en synergie avec les autres départements? C'est-à-dire, votre agence, c'est vrai, elle dépend du ministère de l'Intérieur, mais dans le cadre de votre mission, vous touchez un peu à tout. Est-ce que vous travaillez en synergie avec... Certainement, on travaille avec l'ensemble des secteurs, parce qu'on travaille à l'horizontale avec l'ensemble des secteurs. Quand on fait des études, etc., on fait toujours associer les secteurs. On propose un travail, on invite les secteurs à donner leur avis, leurs propositions sur tout ce qu'on fait comme étude. On doit avoir l'aval des secteurs. Parce que nous, on travaille comment? On ramène l'information des secteurs et au niveau local. C'est-à-dire, par exemple, je donnerai ces études d'aménagement des zones frontalières, on est parti jusqu'au niveau local. On avait des concertations avec les locaux, avec les collectivités locales, avec la société civile, avec les notables, avec les citoyens. On écoute tout le monde. On écoute toutes les propositions. Et bien sûr, nous, en tant que bureau d'études, on essaie de voir avec tout ce qu'il y a comme potentialité, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans tout ça. Donc, et en même temps, on fait associer les secteurs, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau ministériel, c'est-à-dire au niveau central. Tout le monde donne son avis et donne son accord pour aller par la suite à l'action. Et par rapport aux données que vous avez, quelle est la plus-value que peuvent apporter justement ces zones frontalières aux produits algériens qu'on pourrait exporter à l'extérieur? Vous savez, ces zones frontalières qui sont actuellement pratiquement désertées, il faut dire qu'ils ont une richesse qui est locale. Il y a une richesse qui n'est pas exploitée et qui n'est pas connue. Et ces études-là sont en train de mettre en relief qu'est-ce qu'il y a comme richesse. Je citerai, si vous voulez que je cite des exemples, par exemple, il y a au niveau de ces zones-là, au niveau du côté de Tébessa et au côté de Taraf, etc., il y a beaucoup d'espèces qui sont très riches en huile, par exemple. Moi, en tant que bureau d'études ou en tant qu'ingénieur qui a travaillé dans ce secteur-là, pourquoi ne pas utiliser ces huiles qui sont très très chères? Pourquoi ne pas proposer des industries ou des usines qui vont transformer ces huiles en produits cosmétiques? C'est un produit qui est cher et qu'on peut vendre et qu'on peut le commercialiser, quoi. Alors qu'actuellement, il y a des gens qui travaillent au niveau traditionnel. Il y a des femmes qui travaillent au niveau local, ils font ce travail-là, mais d'une manière très traditionnelle. On peut développer des usines pour qu'on puisse développer ça d'une manière commerciale. Par exemple, je vous donne ça à titre d'exemple. À titre d'exemple. Oui. Alors, on parlait tout à l'heure de ces zones frontalières, c'est-à-dire vous êtes à l'export, donc vous n'êtes pas un peu dans le local, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je parlais tout à l'heure, y compris par rapport au développement de la logistique, qui pourrait réduire les coûts de l'exportation si les groupes ou les différents opérateurs s'installent directement dans les zones frontalières. Je commencerai avec vous. D'accord. En fait, par rapport à cette question, effectivement, d'ailleurs, avant de préparer l'exposition spécifique à Nouakchott, on avait déjà organisé une réunion à laquelle nous avons associé le ministère du Transport. Donc les deux ministres des deux secteurs concernés se sont déplacés avec des opérateurs sur place à Tindouf. Pourquoi Tindouf? Parce que c'est la ville frontalière avec la Mauritanie, c'est là il y a le poste frontalier. Et c'était quoi l'objectif de cette réunion? Pourquoi faire une réunion à Tindouf? C'est pour un petit peu donner, faire intéresser les opérateurs économiques à s'installer carrément au niveau de Tindouf. Il y a eu même une zone d'activité qui a été dégagée et qui va être utilisée comme une zone de regroupage où ils peuvent même, les entreprises, faire des unités pour laisser le packaging, la mise en bouteille ou la dernière étape de la production directement sur place pour qu'ils puissent être à côté des frontières pour faire les expéditions et gagner le temps. Et même c'est moindre coût. Et c'est là où l'intérêt
fait, joindre l'utile à l'agréable, à vrai dire, c'est avoir une zone d'activité dans une ville limitrophe. Ça permet de désenclaver un petit peu la ville, créer de la richesse, créer de l'emploi et avoir des échanges avec les villes limitrophes. Donc c'est une manière de redynamiser un petit peu l'environnement. La localité. Ouais. La localité. Et la région. Et suite à ça aussi, ça a été dans notre programme, le ministre du Commerce avait demandé de réactiver la manifestation régionale, c'est le Mougar. Donc c'est une manifestation qui se tenait dans les années 70. Cela fait quand même plus de 20 ans qu'elle n'a pas eu lieu. C'est quoi l'intérêt de cette manifestation? C'est effectivement, comme elle vient de souligner Madame, les opérateurs, en fait les citoyens de la région essayent de présenter qu'est-ce qu'ils ont comme produit. Fait d'une manière artisanale, fait avec des produits locaux, selon le potentiel de chaque région, bien sûr. Et il y a des Mauritaniens, des Maliens, des gens de la Tunisie, hein, et c'est tout le monde qui vient vers cette manifestation pour faire des échanges. Il y a aussi le troc. Il y a une autre manière aussi d'échanger avec les pays limitrophes, c'est le troc. Donc on fait un échange de produits. Nous, on produit ça, on a ça comme potentiel. L'autre pays, l'autre ville limitrophe, a un autre potentiel dans un autre produit. Donc on fait des échanges. Et tout ça, ça crée de la richesse, ça redynamise un petit peu l'environnement et la localité. Et c'était ça, tout ça, c'est suite aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, dans le dernier conseil, le mois de septembre, l'exportation était parmi les priorités, les 3 points cités. Donc l'exportation, nous sommes un pays africain, on travaille pour la zone africaine, la zone de libre-échange. Nous sommes sur la transsaharienne. Il faut qu'on prépare des produits à l'export. Il faut qu'on rentabilise tout ça. Si on va ouvrir le poste, on a fait le premier test, l'ouverture du poste frontalier. Il faut bien le rentabiliser. Il faut bien l'exploiter. Maintenant, si on ouvre, on va faire tout ce qui est transsaharienne, c'est un budget. Mais si cette transsaharienne ne va pas faire bénéficier nos opérateurs, ça veut dire qu'elle va être utilisée uniquement pour l'importation. Donc c'est pour ça, peut-être tout le monde se demande pourquoi l'exportation, on est en retard, pourquoi on est en retard dans tel marché et un autre marché. Il y a des ouvertures qu'on peut faire rapidement, mais ces ouvertures, il faut bien les étudier avant d'ouvrir. Parce qu'on peut ouvrir, mais si on ouvre pour avoir quelque chose et gagner quelque chose, d'accord, mais si on ouvre et après on va rester les bras croisés et on va recevoir que de la marchandise, on va tuer indirectement ce qu'on a comme production nationale. Voilà. Mais justement, sur ce point qui est très important, c'est-à-dire garantir un certain équilibre du flux entre le produit qui vient de l'extérieur et le produit qu'on exporte. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite dans ce sens? Alors, si on va prendre par exemple le cas de la Mauritanie, si on va prendre le marché mauritanien, le potentiel qui existe, c'est le poisson. Et nous, on est demandeurs de ce produit. Même ne serait-ce pour la transformation, pas uniquement pour le marché local. Si on va ouvrir on est déjà sur la Mauritanie, il y a déjà le lancement en marche de cette manifestation, un travail d'une équipe pour l'accord préférentiel. Donc il faut avoir un accord préférentiel pour qu'on puisse au moins diminuer les droits de douane pour rendre notre produit compétitif davantage. Donc d'une part, la livraison, le timing, parce que si on va parler de la compétitivité d'un produit, c'est pas uniquement le prix, c'est pas uniquement la qualité. Donc c'est un ensemble prix, qualité et date de livraison. Comme il a dit l'opérateur tout à l'heure, via le maritime, ça prenait 45 jours de transit time. C'est énorme. Si un autre pays peut desservir la Mauritanie en espace de 10 jours, 13 jours, même s'il est peut-être plus cher de quelques sous, il aura le marché. Parce que la disponibilité de produits, c'est le premier point, ça veut dire, crucial à régler dans tout ce qui est approvisionnement des marchés et tout. Donc, c'est par rapport à tout ça, par rapport à tout ce volet-là, que nous sommes déjà en phase de signer avec des armateurs nationaux, tels que Logitrans, qui avait déjà assuré le transport vers Nouakchott. Il y a un travail qui se fait. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du ministère du Commerce, nous avons le Fonds spécial de la promotion des exportations.
Actuellement, ce fonds-là, il travaille sur le règlement et le cadre juridique classique, c'est-à-dire un exportateur, il exporte, il revient vers le commerce, selon son produit, il a un taux qui varie selon le produit. Par exemple, les dates c'est 80, produits industriels manufacturés c'est 25, et les produits agricoles c'est 50. C'est la facture du transport et manutention qui est remboursée. Maintenant, pour parer à tout ça, c'est parce qu'il y a des délais et tout, donc parfois c'est tout le monde qui critique le fonds et son mécanisme et son fonctionnement. Pour le redynamiser, il y a une refonte qui se fait sur ce fonds. Il y a un travail qui se fait avec un groupe, il y a un groupe qui a été installé, il y a le ministère du Transport qui est dedans, il y a d'autres ministères, d'autres armateurs aussi, et il y avait même des opérateurs économiques qui ont été associés. C'est un travail de concertation avec tout le monde, parce que la finalité c'est pour eux. Il faut dire que voilà, si on a un fonds, il faut bien l'exploiter, il faut le rendre efficace. Il faut le rendre vraiment efficace pour que l'entreprise puisse vraiment tirer profit et avoir un produit subventionné d'une manière, sur un volet ou un autre, pour lui permettre à l'entreprise d'être présente sur un marché d'une manière continue. Parce que ce qu'on fait actuellement, on parle d'exportation, on parle de placement de produits. Nous sommes en train de placer des produits. Justement, parlons de placement de produits. Est-ce que les entreprises algériennes, est-ce qu'il y a d'abord une étude qui a été faite concernant le potentiel de ces entreprises algériennes à concurrencer le produit qui vient notamment des pays qui partagent les mêmes frontières avec la Mauritanie? Alors, l'étude qui a été réalisée et qui est toujours en cours, c'est suite à la préparation de la stratégie nationale de l'exportation. Donc la stratégie nationale, après le recensement, il y a eu 5 pôles, c'est-à-dire 5 pôles où il y a un potentiel. C'est le secteur pharmaceutique, agricole, agroalimentaire, TIC, donc, et tout ce qui est travaux publics aussi, en fait, tout ce qui est matériaux de construction aussi. Donc il y a le BTP exactement. Donc il y a 5 secteurs où l'Algérie peut vraiment frapper fort et avoir des marchés à l'international. Ça, c'est la stratégie de l'export, qu'on aura les résultats très prochainement. D'autres secteurs, ils sont en phase d'études. Possible, on a on a des potentiels, mais des potentiels qui peuvent peut-être faire un travail là-dessus. Par exemple, si on va prendre le tourisme, il y a du potentiel. Mais ce qui manque, c'est les infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut faire et exactement à quel niveau il faut agir? Parce que c'est au niveau de la formation, au niveau aussi des infrastructures, au niveau de la promotion, au niveau du système marketing, parce qu'il faut vraiment, la promotion du tourisme algérien, il faut vendre la destination. Savoir vendre la destination, c'est un volet purement marketing. Mais pour arriver à la vente de la destination, il faut avoir quand même une infrastructure adéquate qui répond aux normes internationales, qui répond aux attentes des touristes. Ça, c'est juste pour illustrer le... Alors, justement, vous avez posé une question qu'on pourrait peut-être poser à Madame Skandar Souad. À quel niveau il faut agir lorsqu'il s'agit de développer ces potentialités? Je parle des régions, bien sûr. Bon, c'est toutes les régions de l'Algérie qui ont un fort potentiel. Chaque région a ses propres potentialités et sa propre richesse et ses propres spécificités. Nous avons un pays, comme on dit, très riche, très grand et très vaste. Mais il est très mal exploité et très mal utilisé dans le sens... C'est-à-dire, là, chaque région a ses potentialités et ses spécificités. Moi, je dirais qu'on peut développer beaucoup de choses. Il suffit de faire des études et de connaître qu'est-ce qu'il y a et de mettre en relief les actions pour développer ces zones frontalières. Dernièrement, je pense que M. le ministre il a parlé des études d'aménagement transfrontalières. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse aussi des études d'aménagement dans les deux côtés pour que ce soit complémentaire. Il faut que ça soit... Il ne faudrait pas qu'il y ait une zone qui soit plus développée que l'autre. À ce moment-là, il y aura un déséquilibre. Il y aura le flux sur le côté qui est développé et il y aura un déséquilibre total. Et toute la population sera de notre côté que de l'autre. Là, il faudrait qu'on fasse des aménagements transfrontaliers, ce qu'il a dit, M. le ministre. Et c'est très intéressant parce que là, on va équilibrer.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de développer? Moi, je vous dis tout de suite, moi qui ai fait un peu le terrain de toutes ces zones frontalières, on a fait pratiquement toute la tournée, et personnellement, on a fait la tournée de toutes ces zones frontalières. Notre pays est très riche. Il suffit de mettre en relief ses richesses. On est riche en minerais, on est riche en espèces, on est riche en paysages, en tourisme. Chaque région a sa spécificité. On peut développer beaucoup de richesses. Voilà. Alors, revenons à vous, Monsieur Hadji. On parlait tout à l'heure de l'importance de développer ces bases logistiques, à la fois pour réduire les coûts pour les opérateurs économiques, mais aussi pour apporter une plus-value aux habitants de ces localités. Que fait le groupe Condor dans ce sens? Bon, le groupe Condor, comme je vous disais tout à l'heure, on est présent dans les pays limitrophes. On est présent en Tunisie. On a déjà là-bas un centre de distribution de plus de 4500 mètres carrés. On est présent au Maroc, on est présent en Mauritanie, on est présent en Libye, on est présent dans tout le Maghreb. Ces zones de stockage, ça nous servira encore plus d'acheminer notre marchandise ou nos produits vers les autres destinations, les autres pays. Sachant qu'on a un objectif d'atteindre d'autres destinations à travers la participation dans ce genre de salon, comme on l'avait fait à Washington, comme on l'avait fait en Mauritanie, comme on va le faire au Gabon, au Sénégal et en Égypte. L'intérêt pour nous, c'est d'alimenter nos showrooms, d'alimenter nos distributeurs qui sont dans les pays limitrophes, et ainsi réduire les coûts pour tout ce qui est produit, tout ce qui est nos produits. Je vous poserai la question peut-être un peu différemment, ou disons de manière un peu directe. C'est-à-dire que Condor a plus à gagner du poste frontalier avec la Mauritanie en développant beaucoup plus son activité à Tindouf. Exactement. Déjà, nous sommes, si on va développer notre activité, on est présent dans tout le territoire national. En tant que leader de tout ce qui est électronique, du marché algérien, de l'électronique et de l'électroménager, on est présent dans tout le territoire national. Avec l'ouverture du poste frontalier de Chahid Mustafa Ben Boulaïd à Tindouf, ça nous permettra également de développer notre industrie, de développer notre marché dans la région et ensuite vers le pays voisin. Okay. Madame Abelhaj, alors qui parle d'exportation parle aussi de mécanismes qu'il faut maîtriser. Dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes devant une situation un peu très concurrentielle par rapport à la CEDEAO, dont l'Algérie n'est pas membre. Alors, comment contourner, plutôt savoir gérer toutes ces contraintes pour imposer le produit algérien là où il le faut? Alors, si on va prendre l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, c'est vrai que l'Algérie, pour le moment, je dis bien pour le moment, ne sont pas dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail qui se fait en parallèle. Mais comme vous venez de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour agir rapidement et rentabiliser l'ouverture du poste et faire... Parce qu'au fait, quand on parle du marché mauritanien, c'est pas uniquement la Mauritanie qui nous intéresse, c'est 4 millions de consommateurs, la Mauritanie. Mais la Mauritanie, c'est une ouverture vers l'Afrique de l'Ouest. Et la Mauritanie aussi, elle dispose d'une zone frontalière, d'une zone franche, Nouadhibou. Donc arriver à mettre des produits algériens au niveau de cette zone, ça veut dire que vous êtes exonéré. Donc l'opérateur algérien, une fois son produit, il est sur place au niveau de cette zone, et il est déjà exonéré, et cette zone, elle fait un dispatching sur plusieurs pays sur la CEDEAO. Ça déjà, c'est une ouverture et c'est une manière de distribution. On ne va pas dire qu'il y a plusieurs types de distribution, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs circuits, à vrai dire, de distribution. Si pour le moment, en Algérie, pour prendre un produit, l'opérateur algérien ne peut pas arriver avec son produit tout en ayant un circuit franchisé jusqu'à, par exemple, à Dakar, où il peut trouver des pistes avec des partenaires, par exemple, mauritaniens, ou s'implanter carrément au niveau de Nouadhibou, parce qu'il y a plusieurs avantages offerts par cette zone franche, mettre des produits sur place et avoir accès à plusieurs marchés tout en ayant des produits franchisés. En contrepartie, je viens de le dire d'ailleurs,
Nous avons déjà entamé les négociations, c'est-à-dire il y a eu déjà, le groupe de travail a déjà lancé les négociations pour avoir un accord préférentiel entre la Mauritanie et l'Algérie, pour pouvoir au moins faire rentrer les produits avec 0 taxe de droit de douane. Et suite, après l'arrivée à la Mauritanie, vous êtes à côté de Dakar. Sénégal, c'est à 500 km. Donc c'est vraiment à côté. Une fois que vous êtes à Dakar, c'est une plaque tournante. C'est une plaque tournante pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc maintenant, le temps d'arriver à concrétiser l'accord avec la CEDEAO, l'intégration d'Algérie, l'adhésion, il y a plusieurs pistes à exploiter. Comme il vient d'annoncer aussi le monsieur, on prépare le Gabon. Donc ces manifestations, le choix des manifestations... Dans le sillage de ce qui a été fait en Mauritanie. Oui, c'est toujours dans le même sillage. Il y a aussi la Foire internationale de Dakar. Mais l'arrivée de l'Algérie en exposition spécifique, on fait des semaines. C'est comme Washington, c'est la semaine de l'Algérie dans tel pays. On prend toute la panoplie de notre production. Donc on prend quand même plus de 100 entreprises pour chaque destination, où on trouve tous les secteurs représentés. Et la nouveauté cette fois-ci, c'est la présence du secteur public. C'était vraiment une première. Par exemple, à Nouakchott, on avait des entreprises publiques mobilisées et avec vraiment des produits, avec des supports publicitaires, avec un travail marketing bien ficelé. Ça donne vraiment un signal qu'il y a une dynamique, il y a un intérêt sur l'export. C'est quelque chose qu'on n'avait pas ressenti auparavant, on avait du mal à remplir le pavillon national. On cherchait les entreprises une par une. Et par rapport à la demande, est-ce qu'il y a vraiment une demande sur le produit algérien? Vous qui a été sur place auprès de ces consommateurs étrangers. Alors, si vous avez bien suivi la récap de tout ce qu'on avait fait, à Washington, il y avait la signature de 6 contrats. Donc, c'est des produits algériens et qu'il y a eu des signatures et c'est des gens qui vont entamer la commercialisation. Notamment le groupe Condor, il peut en témoigner. En Belgique, il y avait aussi certaines signatures, il y avait même des demandes de délocalisation des unités de production belges directement vers l'Algérie. Ça, c'est une autre manière d'exploitation. On appelle ça l'exportation triangulaire. Donc, on peut, par exemple, ne pas exploiter ce qu'on a directement, mais faire venir d'autres fermes internationales, les implanter ici pour avoir le gain de la valeur, la marge de la valeur ajoutée. Et au niveau de Nouakchott, il y a eu plus de 24 contrats concrétisés. Et je vous assure que la marchandise qu'on avait transportée, 47 camions quand même, conteneurs 40 pieds, c'est pas rien de marchandises, on avait du mal à résister jusqu'à la fin parce que tout le monde a tout vendu. Il ne restait plus rien pour mettre sur les étalages des stands. Tout le monde avait... Et à ce jour, les opérateurs, à chaque fois on appelle un opérateur pour une manifestation, ils nous disent on est toujours avec la Mauritanie parce qu'on reçoit des demandes et que les Mauritaniens ils sont là chez nous directement pour en prendre de la marchandise, pour voir à peu près que le produit algérien il a sa place. Et le produit algérien il n'est pas loin des produits qui sont commercialisés au niveau de l'Afrique ou ailleurs. Il faut vraiment avoir confiance à ce qu'on a. Une demande qui est vraiment croissante du produit algérien à l'étranger maintenant. Justement, à propos du produit de Condor, alors comment il se ferait son chemin parmi toute cette concurrence qui n'est pas facile, j'imagine, avec les produits chinois et autres? Comme je vous disais, il y a une vraie demande croissante de nos produits à l'étranger. On avait commencé à exporter en 2016. On avait débuté l'exportation par petits lots. Maintenant, en 2017, on avait fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires à l'export. Pour le premier semestre de l'année 2018 seulement, on avait fait le double. On a fait 20 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu une forte demande. On a investi de nouveaux marchés. On s'est frayé un chemin dans de nouveaux marchés, dans le Congo, dans le Bénin, dans la France également, où nos smartphones sont vendus en France. Ça prouve que le produit algérien qui est maintenant de qualité peut se faire un chemin, peut se faire un nom dans les marchés internationaux.
Et c'est-à-dire que ce soit les produits donc, électroménagers ou autres. Électroménagers ou mobile. Alors, par exemple, j'imagine que le groupe Condor s'intéresse aussi à l'agroalimentaire. Est-ce qu'il compte développer cette filière, exploiter nos potentialités dans le sud du pays pour les exporter vers l'Afrique? Déjà pour notre filiale Gerbior, qui est une filiale du groupe Condor, spécialisée dans l'agroalimentaire, dans tout ce qui est farine, semoule, couscous et pâtes. Nous avons déjà fait de l'exportation vers d'autres pays, vers le Canada, vers la Mauritanie, vers la Belgique. Ça prouve que même ce produit-là, le produit de la filière agroalimentaire, se ferait également à un chemin. On ne parle pas seulement de l'électronique ou de l'électroménager, même les produits agroalimentaires on était présents à Washington, il y avait une forte demande de ce produit-là, des produits extra, des produits Gerbior. Alors si on revient à l'Afrique de l'Ouest, car on parle aujourd'hui du poste frontalier de la Mauritanie, alors comment est-ce que Condor, c'est-à-dire qu'il y a à l'avant la foire de Nouakchott et l'après la foire de Nouakchott, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé un peu dans la stratégie du groupe? Dans la stratégie du groupe, déjà, Madame parlait tout à l'heure de la zone franche de Nouadhibou. Je peux annoncer qu'on avait, en marge de notre participation à la foire de Nouakchott, c'était la 4e édition, on avait signé un contrat pour bénéficier d'un espace à la zone franche de Nouadhibou. Ça veut dire, avant déjà, pour acheminer de la marchandise à Nouakchott, ça nous prenait beaucoup de temps. Je vous disais entre 30 et 45 jours. Maintenant, entre 8, 10 et 12 jours, votre marchandise, elle est à Nouakchott. Vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent, et ça va vous ouvrir d'autres portes, d'autres pays africains où vous pouvez vous investir maintenant. Alors, Madame Skandar Souad, l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique. Aujourd'hui, il y a un enjeu capital pour toutes les wilayas, les régions enclavées, c'est justement sortir de cet isolement. Est-ce qu'il y a, vous pouvez nous expliquer un peu les différents programmes, ou s'il y a les programmes qui sont tracés pour le futur? Bon, par exemple, les zones frontalières, c'est un plutôt programme prioritaire. C'est le développement des zones frontalières, comme il y a aussi le développement des wilayas délégués, qui sont actuellement aussi en train de voir comment se développer pour qu'elles puissent devenir un jour aux wilayas autonomes. Et développement de tout ce qui est communes et wilayas qui sont en détresse, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire des développements locaux, le développement de ces zones frontalières qui est très très important actuellement. Donc, et les plans d'aménagement des wilayas, on fait des études des plans d'aménagement des wilayas et on fait des développements. Actuellement, on est sur le plan programme des wilayas délégués, par exemple. Et là, on est en train de développer un plan programme, comment développer ces wilayas délégués de telle sorte pour qu'elles deviennent un jour wilayas autonomes. Voilà. Donc toujours dans le même contexte, c'est-à-dire maintenant, par rapport aux anciennes études, là on sort avec un plan programme, c'est-à-dire il faut donner des actions. Mais est-ce que les schémas actuels répondent aux exigences? Est-ce qu'ils sont suffisants, si vous voulez? Bon, oui, c'est-à-dire les schémas sont faits et sont actualisés à chaque fois. Seulement, il faut les actualiser tous les 5 ans, ces schémas directeurs qu'on est en train de faire. Et c'est avec l'ensemble des secteurs, mais il suffit qu'il faudrait les réaliser et les suivre. Par exemple, on a fait le schéma national d'aménagement de territoire, le SNAT. Les premières 5 ans, la NAT vient de faire l'évaluation de ce schéma. On a vu que, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup d'infrastructures, etc. Mais est-ce que l'objectif de ce schéma est atteint? Là, il y a 2 volets. Si on a le volet investissement, c'est vrai qu'il y a eu des investissements, mais du point de vue objectif, est-ce qu'on a pu atteindre l'objectif? On n'a pas pu atteindre l'objectif, en quelque sorte, parce que les secteurs n'ont pas pu travailler
exactement comme le stipulait le schéma national d'aménagement du territoire, comme le stipulait le SNAT. Donc il y a beaucoup d'investissements. L'État a beaucoup fait, elle a beaucoup investi, alhamdoulilah, il y a beaucoup de choses, mais ça ne répondait pas exactement à ce schéma national d'aménagement du territoire. Et c'est pour ça qu'actuellement, maintenant 5 ans passés, on est appelé à revoir ce schéma national, à l'actualiser, et d'autant plus qu'actuellement il y a le volet économique qui prend le dessus, donc par rapport au volet économique et aussi par rapport le pourquoi et comment et pourquoi ce schéma national n'a pas été réalisé à 100%. Il faut faire sortir le pourquoi. Et là, on doit corriger dans ce nouveau SNAT qu'on va proposer bientôt. On a parlé de l'élément beaucoup plus matériel ou physique, mais on a tendance à oublier un peu l'élément humain qui est un maillon très fort. Nous, en tant que bureau d'études, on n'a jamais oublié le volet humain. Ça a toujours été notre priorité, c'est de faire insérer et de mettre, travailler avec tout ce qui est la société civile. C'est-à-dire, nous, quand on fait des études, on fait toujours appel au volet humain. C'est la priorité des priorités. Parce que si on fait tout ce travail-là, c'est avec lui et pour lui. Donc, on ne peut pas le négliger ni l'oublier. Donc, c'est l'être humain et c'est l'homme ou la femme. C'est des gens qui vivent dans ces régions-là, qui vivent dans ces milieux-là, qui peuvent nous aider à développer ce milieu. Sans eux, on ne peut pas faire un développement ou parler de développement. Prochaine étape, donc le Gabon, Madame Abelhaj. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on prévoit un succès aussi au Gabon comme à Nouakchott? Alors, pour le moment, le Gabon, c'est une première. C'est vraiment une première exposition. Donc, on va aller prospecter, voir à peu près le marché, il a besoin de quoi. Quel est le niveau de demande par rapport à nos produits? Est-ce que nos produits qu'on va exposer sur place, est-ce qu'elles répondent aux demandes des consommateurs? C'est à partir de la deuxième, troisième exposition qu'on peut parler de succès. La Nouakchott, il y avait déjà, c'est la 4e édition, c'est vrai que c'était timide comme participation auparavant, mais l'impact de l'arrivée de ce poste frontalier, l'ouverture, a fait quand même booster un petit peu les opérateurs et on a ressenti l'engouement à ce jour. Il y a toujours un engouement vers Nouakchott. Espérons qu'on aura la même chose pour le Gabon, parce que le Gabon quand même c'est un marché à ne pas négliger. Il y a de la demande, selon ce qu'on avait reçu comme fiche, selon aussi la demande de notre ambassadeur, parce que cette destination elle a été insérée suite à une étude qui a été déjà faite. Donc il y a un potentiel à exploiter et que l'Algérie, par rapport à ce qu'on a, on peut être présent. Maintenant, la question qu'il faut vraiment préparer, il faut étudier, c'est l'aspect logistique. Comment arriver à approvisionner ce marché à travers le maritime, ça va coûter combien? Quel est le transit time? À travers le terrestre, est-ce que c'est possible de le faire? Le aérien, ça coûte vraiment cher. Le aérien, généralement, on le garde uniquement pour les produits périssables. Et encore, s'il n'y a pas de subvention, ça ne peut pas être possible. Ici, la compagnie aérienne, même maritime, à vrai dire, si elle ne va pas assurer un retour plein, le prix il est exorbitant. Le produit ne peut pas supporter le prix. Parce que quand on parle de charges pour le transport, il faut parler, c'est des charges qui vont être comptabilisées sur quel produit. Il y a des produits à forte valeur qui peuvent supporter la charge du transport. Mais il y a des produits où la marge elle est vraiment minime. C'est pas possible de charger tout ce qui est charge logistique. Et c'est suite à ça qu'il y a un travail qui se fait à notre niveau, suite aux orientations de Monsieur le ministre, avec le ministère du Transport. Et très prochainement, vous aurez à entendre une annonce par rapport à un travail des conventions qui vont être signées. Et ça va vraiment servir directement l'opérateur, l'exportateur. C'est pour déjà, d'une part, parer à tout ce qui est problème bureaucratique et tout, et lenteur de traitement de dossier. Justement, est-ce qu'on a levé toutes les contraintes par rapport à ça? Est-ce qu'on a tout pour l'exportateur algérien? Alors, si on va on a tellement parlé de contraintes pour l'exportation, mais ce qu'on avait déjà affiché, on n'a pas les mêmes contraintes maintenant. On était sur une liste,
de plusieurs contraintes qui sont liées à plusieurs secteurs, plusieurs composantes, parce que l'exportation, c'est une affaire de plusieurs secteurs. C'est vrai que le ministère du Commerce est chargé de ce volet, mais comme c'est un ministère horizontal, donc on est obligé de travailler avec tous les secteurs. C'est le ministère de l'Industrie ne produit pas l'agriculture, nous on ne peut pas parler d'exportation. Si le ministère du Transport n'assure pas une infrastructure pour la logistique, on ne peut pas acheminer le produit. Si le ministère des Finances, à travers la Banque centrale, ne facilite pas tout ce qui est transfert et tout paiement, on ne peut pas parler de rapatriement et de rentrée de devises. Donc chacun a une responsabilité quelque part. On parlait des problèmes douaniers, maintenant on ne parle plus de ces problèmes. Il y a déjà un travail qui a été fait, il y a même des facilitations qui ont été revendiquées, ils ont vu le jour, telles que par exemple la vente en conciliation. Auparavant, on avait du mal à faire des exportations des produits agricoles, malgré qu'on a un produit quand même de quantité et de qualité, on a un potentiel. Pourquoi? Parce qu'il y avait les formalités douanières et les formalités bancaires qu'il faut faire avant l'expédition et ça prenait parfois une semaine. Et les produits agricoles, c'est des produits boursiers. Donc c'est pas possible d'arrêter un prix et en plus ils sont tenus par des délais. Donc il faut vraiment travailler sur la rapidité et avoir une certaine flexibilité dans l'exportation des produits agricoles. Et c'est là où on avait, c'était suite à la cellule d'écoute qui a été instaurée à l'époque de M. Berti Blaïb Rahmous et l'ex-ministre du Commerce. Suite à ça, il y a eu beaucoup de revendications de la part des opérateurs qui ont pris part à cette cellule. Parmi les contraintes réglées, la vente en conciliation, donc l'opérateur qui fait de l'exportation des produits agricoles, il fait d'abord son exportation, après il revient vers la douane pour liquider le dossier, solder avec la banque et tout. Donc ça, c'est une parmi les mesures qui ont été déjà prises en charge. Maintenant, si on va parler de ce qui reste d'ordre vraiment pratique, c'est l'accompagnement des banques. Ça a été demandé par tous les opérateurs. L'accompagnement des banques à l'étranger, la présence des banques algériennes à l'étranger, et aussi la logistique. C'est la présence des lignes avec l'armateur national, par exemple. Et j'en suis persuadée que si on va aller directement vers D'ailleurs, ce matin, on avait tenu une réunion dans ce sens. Le responsable le pavillon national maritime était présent. Il a affirmé qu'il dispose des moyens pour qu'il puisse répondre à des demandes. Maintenant, c'est vrai que c'est des compagnies, c'est des entreprises à vocation commerciale, donc il faut bien rentabiliser, que ce soit pour le fret d'Air Algérie, que ce soit pour le pavillon national. S'il n'y a pas un regroupage d'opérateurs, si on ne va pas avoir une ligne pleine qu'on va utiliser avec des fréquences répétitives, on ne peut pas demander d'ouvrir une ligne pour 3 ou 4 ou 5 conteneurs occasionnellement. C'est pas possible. Donc ça, c'est un travail. C'est pour ça qu'il y a les foires et salons. Pourquoi ça aide ce système? Parce que ça regroupe les demandes. Une fois on est sur un marché, par exemple la Mauritanie, il y a eu beaucoup de contrats signés, il y a beaucoup de demandes, et toutes ces demandes-là ont été versées vers l'opérateur national Logitrans qui avait assuré le transport pour qu'il puisse répondre à ces demandes. Et on va essayer de faire la même chose pour créer cette dynamique et travailler en étroite collaboration avec tous les secteurs, notamment le transport, pour régler cette question. Madame Abelache Souhila, donc je rappelle, vous êtes directrice d'études au sein du ministère du Commerce. Vous êtes chargée du dossier export, foire et exposition à l'étranger. Merci donc pour tous ces éclairages. Merci à vous également, Monsieur Hadji Adel. Vous êtes responsable des relations publiques et presse au sein du groupe Condor. Merci à vous. Et merci à vous également, Madame Skandar Souad. Je rappelle, vous êtes directrice générale de l'Agence nationale à l'aménagement et à l'attractivité des territoires, l'ANAT, qui dépend, je rappelle, du ministère de l'Intérieur des collectivités locales. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs
téléspectateurs qui peuvent nous joindre ou nous laisser leurs commentaires sur notre page Facebook et YouTube qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, moi, je vous dis au revoir et bonne soirée.